Donc, merci pour l'occasion de parler. Il y a un petit problème, c'est que je ne suis pas la personne que vous avez invitée, effectivement. Vous avez, vous avez invité le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc j'étais censé avoir une espèce de point de vue de surplomb sur l'ensemble du système. Et je vois bien et de plus, comme j'ai un petit peu bourlingué dans les cabinets et dans les directions d'établissements d'enseignement supérieur, je vois bien le piège. Vous commencez la matinée avec un jeune chef de grande entreprise très dynamique et vous la terminez avec un vieil universitaire qui va donner des leçons, etc., enfin s'opposer en donneur de leçons, etc., etc. Eh bien, entre-temps, j'ai rajeuni et j'ai pris effectivement la direction d'un établissement d'enseignement supérieur qui est l'Institut, avec pour mission de transformer sa gouvernance et d'en faire un grand acteur de niveau international aux côtés d'autres grands acteurs qui sont exprimé tout à l'heure, c'est l'Institut Polytechnique de Paris. L'Institut Polytechnique de Paris, c'est l'école polytechnique, l'École nationale supérieure des techniques avancées, l'ENSTA, l'École nationale des statistiques et de l'administration économique, l'ENSAE, et les deux télécoms, Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Et donc, je vais me placer un petit peu sur ces deux registres, c'est-à-dire d'une part essayer de synthétiser ce qui a été dit ce matin, mais rapidement, parce que le constat est très partagé et l'ANRT l'a magnifiquement exprimé dans son travail récent. Et puis, je vais essayer de prendre le point de vue d'un acteur parmi d'autres. Alors, le constat, rapidement, et j'insiste sur le fait, j'ai été très frappé, que précisément les acteurs étaient là ce matin. Et que, alors évidemment, il y a un biais, parce que les entreprises qui étaient là ce matin, ce n'est pas toutes les entreprises. C'est certainement les plus dynamiques. Les acteurs universitaires qui étaient là tout à l'heure, c'est certainement les acteurs les plus engagés. Donc il y a évidemment que les choses sont en train de bouger, heureusement, à cause des efforts des uns et des autres depuis quelques années. Mais d'un autre côté, regardons les choses en face, on n'y est pas. On n'y est pas. Alors on sait pourquoi, tout le monde a sa responsabilité. Les entreprises ne connaissent pas bien le doctorat ou ne le connaissaient pas bien. J'espère qu'on va pouvoir parler au passé bientôt. Et puis, les universités n'avaient pas tellement calibré le produit, d'une part, et d'autre part, avaient dépensé peu d'énergie pour expliquer. Alors, c'est profond, c'est pas simplement une petite responsabilité organisationnelle. C'est vrai qu'il y a des clivages profonds derrière ça. Il y a un clivage un peu anecdotique, mais disons les choses, je suis un peu concerné. Ingénieur université, ingénieur formation universitaire classique. Disons les choses, un certain nombre de très belles cervelles qui sortaient en particulier de l'institution que j'ai l'honneur de diriger, passaient par les grands corps sans aller faire de thèse et donnaient les grands piliers de l'économie et de l'appareil d'État sans avoir transité par le doctorat. C'est le premier clivage. Ce clivage, on a vu qu'il était largement surmonté. Un clivage du même ordre, c'est le clivage monde académique, industrie. Bon, il est ancien, il est en train de s'atténuer, heureusement. Je voudrais remarquer qu'il repose quand même sur des choses là aussi très profondes. C'est-à-dire que le mode de collaboration et de compétition dans l'univers académique, ce n'est pas exactement le même mode que le mode de collaboration et de compétition quand on est dans un univers concurrentiel. On en a parlé tout à l'heure, évidemment, sur la question de la publication et ce genre de choses. C'est deux régimes assez différents. Le régime universitaire est quand même largement coopératif et un peu compétitif. Dans le monde des entreprises, c'est un peu différent. Puis il y a un troisième clivage, ou dernier, peut-être quatrième, je ne sais plus combien j'en ai avancé, c'est celui entre l'incertitude et la solidité du savoir. Évidemment, ce que d'une certaine manière, les entreprises ont appris à apprécier, c'est la solidité du savoir. Et ce que vend le doctorat, c'est la capacité à supporter l'incertitude. Bon, donc le point de départ était évidemment difficile. Ce qui est très favorisant, et on l'a vu avec les grands groupes qui étaient là tout à l'heure, on pourrait parler de start-up, etc., c'est que l'économie et les problèmes qui se posent ont totalement changé. Et que pour le coup, je veux dire, si on regarde les activités des entreprises dont il a été question tout à l'heure, ou bien si on prend les choses par un autre bout et qu'on regarde les grandes transitions qu'on doit affronter, c'est d'ailleurs très, très lié comme par hasard. Par exemple, si on parle d'énergie ou de transport, etc., eh bien, on a affaire à des activités qui, pour le coup, se rapprochent sacrément de l'incertitude et de ce que peut fournir le doctorat. Donc ce constat-là, on le connaît bien. Alors, où est-ce qu'on en est
le simple concept d'école doctorale, c'était un projet, un progrès énorme. Sylvie le sait bien. On pourrait parler des arrêtés, on pourrait parler de l'inscription du doctorat au répertoire national des certifications professionnelles, etc., etc. On pourrait parler, autre exemple, à côté des CIFRE, il y a aujourd'hui les COFRA, c'est-à-dire que dans l'administration, le doctorat peut être intéressant. Il y a aussi un point qui est non négligeable, c'est que la rémunération des doctorants a été augmentée. Il était temps dans la LPR. C'est sans doute pas suffisant, c'est quand même quelque chose. Ça avance, mais on est tous d'accord, c'est pour ça qu'on est là ce matin, ça avance trop lentement, on est mal et on n'a pas le temps. J'ai eu une petite divergence avec ce que disait Patrice Ken tout à l'heure, qui a dit on est dans le temps long, c'est vrai, les grandes entreprises sont dans le temps long, les universités aussi sont dans le temps long, mais là on n'a plus le temps. Et c'est pour ça que les choses ont sans doute bougé un peu plus rapidement ces derniers temps. Je reprends ma casquette Institut Polytechnique de Paris. La mission qui m'a été confiée, une petite lettre signée Premier ministre, ministre des Armées, ministre de l'Économie et des Finances, donc j'ai intérêt à bien me tenir. La mission, c'est de transformer l'Institut Polytechnique de Paris, d'en faire un véritable outil au service des intérêts du pays. Mais je vous disais tout à l'heure que d'une certaine manière, les grandes écoles, et en particulier l'école polytechnique, ont été une partie, sinon de la cause, du moins ont été très liées au problème. Précisément parce que ces si belles cervelles allaient faire autre chose que des thèses. Mais dans la mission qui me confiait de franchir une nouvelle étape dans la construction de l'Institut Polytechnique de Paris, réciproquement, la constitution, le fait de mettre l'accent sur le doctorat, c'est une solution. C'est comme ça que je vais m'y prendre. Enfin, c'est comme ça d'abord qu'Éric Labaye s'y est pris en faisant une graduate school et en développant le doctorat. Mais ça, c'est un outil de transformation extraordinaire de tous les points de vue. Parce que ça crée de la synergie entre les écoles, parce que ça crée de la synergie avec les grandes entreprises. Alors, ce n'est pas nouveau, ces écoles sont très liées aux entreprises. Mais il faut qu'elles soient liées sur un nouveau registre, qui est celui précisément de l'innovation. Alors, où on en est, une fois de plus, il n'y a pas d'arrogance à avoir par rapport à d'autres grands acteurs universitaires, et on a un certain nombre de progrès à faire. Quand même, globalement, 24% des ingénieurs font une thèse à IP Paris. Et 33% à l'école polytechnique. C'est pas mal, finalement. C'est nouveau, je pense, ça ne date pas d'ici si longtemps. Un dispositif que je recommande, Christian parlait tout à l'heure de commencer plus tôt. Alors effectivement, dans l'univers anglo-saxon, on le fait. Mais avec nos outils de master, si on fait un PhD track et qu'on recrute avec un financement, une promesse d'être embauché, si tout va bien, sur une bourse doctorale. C'est-à-dire si on pré-recrute, là c'est vraiment l'EUR ou la graduate school au sens au plus plein du terme. On essaye de faire ça. Il y a aussi la question de la langue, évidemment. Ça doit être des cursus qui sont très fortement tournés vers l'international. Nous, on n'a pas le choix. C'est un événement de développement extrêmement important. Un point sur lequel, en revanche, on considère qu'on a beaucoup à faire, c'est la vie étudiante. Globalement, sur l'Institut Polytechnique de Paris, en particulier pour les étudiants étrangers, qu'il faut assimiler, qu'il faut loger, si c'est sur place. Quand on est à Palaiseau, c'est pas tout à fait évident. C'est mieux s'il y a une ligne de métro qui arrive pour tout un tas de choses, mais c'est encore mieux si on peut les loger sur place. Donc, le détail, est-ce qu'on donne tous à nos étudiants une adresse mail qu'ils garderont toute leur vie ? À PSL, je m'étais battu pour ça, je ne sais pas si vous y êtes arrivés, les amis, mais c'est crucial. Enfin, quand on est passé par Harvard, on garde son adresse très fièrement toute sa vie. Bon, on a encore beaucoup de choses à faire, et comme on doit déjeuner, je vais passer rapidement. Un point essentiel, c'est certainement que le développement d'une véritable stratégie doctorale tournée vers les entreprises ne peut se faire que dans un environnement où il y a plein d'outils qui sont en direction des entreprises. Et chez nous, je citerai simplement, on va avoir un PUI, c'est très sympathique, merci le MESRI et merci le SGPI. On a construit des centres interdisciplinaires. On a évidemment des UMR, des départements disciplinaires, mais on a construit en plus des centres interdisciplinaires qui sont tournés vers les grands problèmes sociétaux.
E4C sur le climat, Hyparis sur l'intelligence artificielle, un centre sur les matériaux, excusez l'identité propre locale, défense et sécurité, oui, bien entendu, c'est quand même des questions qui se posent particulièrement aujourd'hui. 54 chaires, dont 33 à l'école polytechnique. La création de laboratoires communs, avec, Patrice Ken a ouvert cette journée, un laboratoire commun sur les lasers intenses avec le CNRS et Thales. Donc je dis une banalité, c'est que c'est en ayant un ensemble d'outils, et tous les grands centres universitaires sont en train de les avoir, qui les tournent vers les entreprises, que le doctorat prendra naturellement sa place. Alors, je conclurai simplement en disant, petite perplexité, ou pour la prochaine fois, aujourd'hui, il y avait peut-être des étudiants dans la salle, mais il n'y avait pas d'étudiants intervenants. Faudrait qu'on pense à faire parler les doctorants, parce que leurs préoccupations vont nous surprendre. C'est le propre du grand âge, c'est qu'on apprend des choses en parlant aux jeunes, aux vrais jeunes. Et puis, moi, je conclurai simplement, peut-être, sur ce qui peut être un sujet, à savoir l'interministériel. Moi, j'ai une tutelle défense et j'ai une tutelle Bercy, et puis évidemment une tutelle MESR, qui est un peu d'une autre nature, mais qui est la bienvenue. Je pense que, évidemment, l'interministériel peut être compliqué. Néanmoins, pour notre part, on a 3 caractéristiques à l'Institut Polytechnique du Paris. L'excellence académique du corps enseignant et des étudiants. Et du point de vue des étudiants, on a bien de la chance, évidemment. Et donc, ça nous donne une très grande responsabilité, évidemment. Un alignement natif avec les intérêts de souveraineté du pays. Et une intimité avec l'économie et avec les grandes entreprises. Il suffit de regarder ce qu'ont fait nos anciens élèves. Et donc, on a la responsabilité, une fois de plus, de surmonter les éventuelles tensions interministérielles et de regarder, alors nous, qu'est-ce que c'est que notre benchmark? C'est MIT, c'est Technion, c'est EPFL, etc. C'est Caltech. C'est avec ce genre de gens qu'il faut se demander comment nous, on peut se mettre au service du pays, comme ces gens qui n'ont pas le même rapport avec les tutelles, mais qui servent leur pays et l'économie de leur pays. Comment est-ce qu'on peut le faire mieux, peut-être? Est-ce que pour Saclay ou Sorbonne Université, c'est plutôt Harvard, Columbia, Oxford, Oxbridge qui vous servent de référence? Eh bien, on l'a tous dit plusieurs fois ce matin, c'est quand même, à travers le doctorat, revalorisé à tous les sens du terme, et à travers le lien avec l'économie, qu'on a une chance d'y arriver. Voilà, merci.